Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Mesri Haddad, auteur de Du conflit de civilisation à la guerre de substitution, édition Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Mesri Haddad. Bonjour à vous. Mesri Haddad, franchement, j'ai eu un plaisir très fort et très... Plus qu'un plaisir, je dirais, ça m'a beaucoup enseigné. Votre livre, qui est préfacé par Hubert Védrine et qui vient de paraître chez Jean-Cyril Godefroy, Du conflit de civilisation à la guerre de substitution. Vous avez aussi écrit beaucoup de livres, il faut le savoir, livres passionnants, notamment à l'Harmattan, chez l'Harmattan, Mon combat contre l'islamisme et ses idiots utiles. Et oui, il y a de quoi parler des idiots utiles, vous en reparlez d'ailleurs dans ce livre. Et j'ai été assez frappé par quelque chose. Vous commencez ce livre, donc vous l'avez écrit avant, enfin vous l'avez commencé avant les présidentielles, parce que vous dites là-dedans, on ne sait pas encore qui va gagner, mais enfin vous le subodorez, c'est assez clair. Et puis alors, il y a le tout, il y a des choses absolument passionnantes dans ce livre, et surtout, je voudrais rappeler quand même que vous dites, au fond, ce qu'on a oublié, c'est que d'abord l'histoire est tragique, c'est ce que disait Raymond Aron, il disait Giscard a oublié que l'Europe est tragique, mais surtout, vous parlez de la responsabilité des élites, vous parlez de ces crises, et vous parlez, alors qu'est-ce que ça veut dire, cette guerre de substitution ? Oui, au sujet des élites, j'accuse... Dans la lignée de Zola, j'accuse beaucoup plus les élites intellectuelles et médiatiques que les élites politiques. Ah oui. Oui, ils sont moins coupables à mon sens. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans leur rôle, n'est-ce pas ? Le mensonge est inhérent aux politiques. La violence est inhérente aux politiques. Je parle du point de vue philosophique, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi ils sont beaucoup plus coupables, les élites intellectuelles ? Parce qu'elles sont censées être justement la voie de la sagesse. C'est-à-dire, en gros, le contraire du politique. Le politique n'est pas toujours sage. Oui, l'élite médiatico-intellectuelle ne se fait pas réélire ou élire. Elle n'a pas besoin d'être tenue par leurs électeurs. Tout à fait. Encore que certaines sont plus ou moins élues. Elles ne sont pas élues directement par le peuple et par un suffrage. Voilà, élues, même à vie d'ailleurs. Il y a certains intellectuels qui sont élus par un microcosme, n'est-ce pas, à vie. Ils sont élus à vie. Ce sont des permanents des plateaux télévision. Il suffit qu'ils cliquent des doigts pour publier une tribune dans tel ou tel grand quotidien où je me faisais publier jadis et naguère. Et j'ai arrêté, c'est un choix, je ne dois pas leur jeter la pierre. Je n'ai jamais eu sincèrement de problème à me faire publier sur 20 ans, indistinctement dans Libé, Le Figaro et Le Monde. J'en ai fait un livre justement que vous citez qui est paru il y a moins d'une année. Voilà, les politiques sont dans leur rôle, c'est-à-dire la gestion d'une société, la manipulation, le mensonge, parfois d'ailleurs la vérité, et parfois les élites politiques, qu'elles soient au gouvernement ou dans l'opposition, jouent parfaitement son rôle. Et là, je ne le dis plus par ironie. En revanche, les élites intellectuelles, ceux qu'on appelle de plus en plus couramment des analystes, des commentateurs, ceux-là, quand je les vois partir en guerre de façon aussi, encore plus hystérique que certains politiques qui sont dans cet instant-là plus distant, plus prudent, n'est-ce pas ? Moi, j'ai vu l'évolution du président Macron sur la question de la crise russo-américaine par Ukrainien interposé. Il a été très prudent, le président Macron. C'est incomparable. Les intellectuels sont complètement... Mais ils étaient va-t-en guerre et ils guerroyaient dès les premiers moments. Ils continuent. Ils continuent. Nous aussi, on va continuer, Mesri Haddad. On prend une petite pause et à tout de suite, on continue avec vous sur ce conflit de civilisation et cette guerre de substitution. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mezri Haddad, du conflit de civilisation à la guerre de substitution, chez Jean-Cyril Godefroy, un livre vraiment utile, plus qu'utile, pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et par rapport à ça, Mezri Haddad, je voudrais avoir un peu votre analyse sur cette guerre qui continue, qui n'en finit pas, cette guerre qui, vous dites vous-même d'ailleurs, cette guerre sans fin, d'ailleurs ça va au-delà, et vous parlez de justement, guerre. Est-ce que la guerre Ukraine-Russie aujourd'hui, ou Ukraine-OTAN, ou Russie-OTAN, est-ce que c'est une guerre de substitution, Mezri Haddad? Oui, je pense. Je pense, mais tout cela n'a pas été, bien sûr, calculé, ciblé et programmé pour que ça ait lieu à l'instant X. Non, bien sûr. Bon, bien sûr. Les contingences historiques. Non, mais on est d'accord là-dessus. Bon, je pense que alors on parle bien de la guerre contingente, c'est-à-dire substitutive. Hein, on ne parle pas de la vraie guerre, qui ne se manifeste que sporadiquement lorsque un islamiste ou une islamiste se fait exploser et entraîne dans sa mort, dans son martyr, hein, selon sa terminologie, une vingtaine ou une centaine parfois de victimes, n'est-ce pas? Je crois qu'on a oublié l'essentiel. Je crois que l'essentiel, jusqu'à cette crise. Alors, bien sûr, moi je ne disculpe pas le président Poutine. Hein, non, mais il a bien provoqué cela, envoyé. etc. Oui. Alors, quand on a dit ça, quand on a dit qu'il est responsable, qu'il y a un droit international à respecter, que l'Ukraine est un État indépendant depuis 1991, etc., on n'a pas tout dit. Et je pense même qu'on n'a pas dit l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire entre 91 et 2004. 2004, n'est-ce pas? Et ensuite, autre date, 2014. Et puis 2022. Enfin bon. Et puis 2022, c'est le... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'essentiel? Vous parlez de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Dans cette crise-là, oui. L'essentiel, à mon sens, c'est de n'avoir pas tenu compte, je ne dis pas des exigences russes, ni des impératifs, ni des oukases, hein, pour parler comme les Russes, n'est-ce pas? Je parle du minimum que les Russes demandaient dans cette histoire de frontières, qui n'est pas seulement, d'ailleurs, une histoire de frontières. Et là, je vais répondre exactement à votre question. C'est-à-dire, le superficiel, c'est le conflit territorial. Et je vois, justement, sur les plateaux de télévision, de grands spécialistes, et chacun y va de son maître, hein, et tous les jours, à un certain moment, chacun dit... Enfin, la Russie a pris 1000 kilomètres carrés, l'Ukraine a récupéré 200, etc. C'est pas un conflit territorial, pas seulement en tout cas. Derrière ce conflit, il y a, à mon sens, un conflit existentiel et un conflit géopolitique majeur, dans lequel l'humanité quasiment est impliquée. Comment? Je pense que ce qui se joue actuellement, malgré Poutine, n'est-ce pas? C'est quel nouvel ordre mondial nous voulons. Nous, c'est l'humanité. Ce n'est pas le Léviathan américain seulement. Ni ceux qui le suivent aveuglément, c'est-à-dire l'Occident, le vrai Occident, ce que j'appelle dans mon livre l'Occident historique. Les États-Unis guident l'Occident depuis 1945, on peut le dire, mais pour moi, ce n'est pas l'Occident. Pour moi, c'est une figure puissante de cet Occident. Mais quand je parle d'Occident, je parle de l'Occident, c'est-à-dire, en gros, l'Europe. Hein, en gros, l'Europe. Alors, dans cette histoire, quel ordre mondial nous voulons? Et deuxième question sous-jacente, pour quel type de civilisation, voire pour quelle civilisation, si nous voulons rester dans le cadre de l'universalisme, auquel je crois d'ailleurs, mais enfin pas n'importe quel universalisme, voyez-vous. Donc, première question majeure, essentielle, existentielle, c'est quel ordre mondial nous voulons. Je peux vous dire que les Russes, mais pas seulement les Russes,
les Chinois, une grande partie du monde arabe, une bonne partie du monde musulman, de l'Afrique, ne veulent plus de cet ordre mondial qui s'est imposé à la suite justement de l'écroulement, de l'implosion de l'URSS, que je ne regrette pas hein, personnellement, parce que bon, enfin, le communisme n'était pas ma tasse de thé non plus. Le communisme a fait plusieurs millions de morts sur plusieurs années, donc sans regret par rapport... Donc revenons, vous dites simplement que effectivement cette partie du monde ne veut plus de cet ordre mondial américain. Absolument. Tout à fait. Absolument. Absolument. Donc on va vers une multipolarité. Je l'espère. Je l'espère, ouais. et beaucoup le souhaitent. Moi, j'ai longtemps cru, vous savez, aux valeurs. J'y crois encore, mais pas sous la domination d'une seule puissance. Voyez-vous, c'est parce que je crois encore à ces valeurs universelles, d'ailleurs, que je ne vois plus les États-Unis d'un bon œil. Voyez-vous, je crois encore que le monde, le vrai monde occidental, l'Occident historique, est capable de sursaut. Je crois. Pourquoi ? Parce qu'il a derrière lui une grande civilisation. Alors tout le problème est de savoir, on va continuer d'en parler, s'il est capable encore de sursaut. C'est une vraie question, vous avez raison, essentielle, Mesri Haddad. On en reparle tout de suite après cette petite pause. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre André Berkoff et Mesri Haddad, auteur de Du conflit de civilisation à la guerre de substitution, édition Jean-Cyril Godefroy. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Dans tous mes états et le monde, dans tous ces états, à travers le livre de Mesri Haddad, Du conflit de civilisation à la guerre de substitution. Continuons, Mesri Haddad, à parler, avant que nous ayons les auditeurs, avec Lucien Gasparac, continuons de parler de cela. Vous avez écrit quand même quelque chose de très précis. Vous avez dit, il faut jamais oublier que la guerre est une guerre sans fin. Il y a une guerre sans fin, à des niveaux très différents. Et vous avez dit, nous sommes le ventre mou. Europe en général, et France en particulier. Comment attendez-vous d'un ventre mou qu'il retrouve les valeurs que vous appelez de vos vœux ? Oui. N'ont pas été perdues corps et biens. Oui. Alors, là, nous parlons bien de la guerre de civilisation, hein ? Absolument. On parle pas de cet autre aspect d'une... C'est aussi une guerre de civilisation. C'est devenu une guerre de civilisation. Ouais. Sauf, à la grande surprise, elle se déroule, j'allais dire, intramuros. C'est-à-dire au sein de la même civilisation occidentale chrétienne. Sauf que les Russes ne sont plus dans ces... Enfin, les Russes, en tout cas, n'affichent plus ces valeurs-là. Les valeurs chrétiennes ? Oui. Les valeurs chrétiennes, oui, mais pas les valeurs occidentales. Je veux dire, bien sûr, elles sont aux antipodes de ces valeurs-là. Ils n'ont jamais adhéré, d'ailleurs, à ces valeurs-là. Les Russes. Attendez, juste un moment quand même, Mesri Haddad. À un moment donné, rappelez-vous, Poutine, il y a 20 ans, au moment de... Il faisait des appels du pied, et plus que du pied, à l'Europe. Oui. Il voulait se rapprocher. Tout à fait, mais à mon sens, pas du point de vue civilisationnel ou spirituel. La Russie, les Russes, les Slaves sont dans la ferveur religieuse. Et il n'y a pas que, d'ailleurs, les Ukrainiens. Bien sûr, aussi. Et c'est ça qui est frappant, d'ailleurs, je me permets de le souligner, c'est ça qui est frappant, c'est-à-dire, on salue, on applaudit, on aide, on ouvre le robinet de milliards de dollars sur les canalisations, sur la tuyauterie ukrainienne, n'est-ce pas ? Et il y a un grand paradoxe, un double paradoxe là-dedans. C'est-à-dire que les Européens qui maudissent le nationalisme, n'est-ce pas, et qui désacralisent, pour être dans un vocabulaire doux, n'est-ce pas, qui désacralisent le sacré, en l'occurrence le sacré chrétien, c'est-à-dire antinationaliste radical. Hein, le nationalisme, c'est la guerre, n'est-ce pas ? Moi, je croyais, ayant lu les grands textes, que ce n'est pas le nationalisme qui est la guerre, mais c'est le capitalisme qui exprime la guerre et la charrie. Premier paradoxe, hyper
anti-nationalisme radical. Deuxième grand paradoxe, la religion, on n'en veut pas. Dieu est mort. Et on l'a enterré depuis longtemps. Et on veut plus qu'on nous rappelle que Dieu est encore vivant. Or, pour certaines nations, Dieu est encore vivant. N'est-ce pas? Et je ne parle pas uniquement pour la nation ou la civilisation de laquelle je suis issu. Vous êtes un intellectuel musulman, tunisien, mais vous parlez justement où encore la ferveur est là, mais vous dites que l'Europe, et la France en particulier, elle refuse d'être ce qu'elle est, quoi, ne veut plus être ce qu'elle est. Bien sûr, et elle l'a dit, elle l'a clairement dit, lorsque, au moment de ratifier la fameuse Constitution, vous savez, il n'était plus question d'invoquer, ne serait-ce que par allusion, les racines chrétiennes, de l'Europe. Oui. Or, ça, c'est un élément indéniable. C'est factuel. C'est ainsi. On peut dire, bon, on va pas le mettre, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas de racines chrétiennes de l'Europe. Enfin, voyons. Donc, pour quelle civilisation, justement? Que défend l'Europe? Je ne parle pas des États-Unis, on sait ce que le Léviathan américain défend, hein, on le sait depuis longtemps, n'est-ce pas? Il défend la pure immanence, il défend ses intérêts. Et pourtant, dites-moi, et ce paradoxe que sur le dollar américain, c'est écrit « In God we trust », absolument, et que le Congrès américain s'ouvre sur une prière avec « Amen ». Tout à fait. Tout à fait, et l'actuel président, moi ça m'a beaucoup frappé, je le dis d'ailleurs, il me semble que je l'ai dit dans ce livre ou celui d'auparavant, où il parle de Jacques Maritain. Oui, Joe Biden. Dans ce livre, dans votre livre. Voilà, ça a été, je crois, c'était au mois d'août, il y a une année. C'est très intéressant. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a frappé. Ça n'a pas été relevé par la presse ou les médias. Mais ils ne savent pas qui est Jacques Maritain. Français, oui, tout à fait. Ils ne savent pas qui est Jacques Maritain. Ils ne savent pas qui est Michel Villet. Ils ne savent pas qui est Bertrand de Jouvenel. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les immenses penseurs de cette nation. Bon, ils savent qui Sartre. Ça, oui, bon. Mais pour revenir, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais pour revenir à ce choc de civilisation et cette guerre de substitution, et vous avez dit effectivement, c'est l'enjeu. En fait, c'est un enjeu mondial. Sur quelle valeur on va fonctionner, sur quel rythme on va fonctionner, et sur la France. Alors, vous ne pensez pas que justement vous parliez de ventre mou. Sur la France, on a l'impression aussi. Vous avez vu tous les livres qui ont paru, archipélisation, partition, division, on n'est plus côte à côte mais face à face. C'est vraiment le portrait d'une France déchirée, en morceaux, fracturée, dont on parle du matin au soir et du soir au matin. Est-ce que vous adhérez à cela ou pas? Ou c'est pas votre... Non, franchement, moi je suis un peu plus optimiste, franchement. D'abord, parce que je crois à la puissance, même si elle n'est pas visible aujourd'hui. Je crois, je ne vais pas paraphraser Mitterrand à la fin de sa vie, mais je crois à la force de l'esprit, n'est-ce pas? J'y crois d'un point de vue philosophique, n'est-ce pas? Et je crois que c'est disons que c'est un élément de la civilisation qui ne peut pas disparaître comme ça parce qu'on l'a décidé. Voyez-vous, je pense qu'il peut retrouver âme. Nous parlons de la fille aînée de l'Église, hein, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'elle le sait encore? Ou enfin... Est-ce que l'Église le sait encore? Elle est devenue, à un certain moment, de fille aînée de l'Église, elle est devenue la 20e épouse dans un harem islamiste, n'est-ce pas? C'est dommage pour un si grand pays, mais je crois que même les esclaves, enfin les femmes qu'on a réduites à l'esclavage, n'est-ce pas, et qu'on a enfermés dans un harem, sont capables de révolution. La preuve en Iran et ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Ils sont capables de se soulever. Je ne le souhaite pas, franchement, de façon brutale. Moi, jamais. Moi, je ne suis pas... Je déteste les révolutions, que je vous le dise sincèrement. Je ne crois pas aux révolutions. Mais le contraire d'un révolutionnaire, ce n'est pas forcément un réactionnaire.
Voyez, il y a entre les deux le réformiste, disons, celui qui croit au gradualisme, comme dirait Gramsci, mais pas seulement lui, hein, pas seulement Gramsci. Oui. Je crois parce que les révolutions. Un réformiste radical, au bon sens du terme. Oui, je crois au réformisme avec toutes les conséquences que cela induit et que j'assume personnellement. Hein. Les conséquences, c'est-à-dire, je crois au despotisme éclairé. Il faut l'autorité. Il faut de l'autorité, bien sûr. Je crois beaucoup plus au despotisme éclairé qu'à la démocratie qui s'est auto-discréditée. Vous voyez, et c'est d'ailleurs, ce n'est pas un affreux réactionnaire qui disait au sujet de la démocratie, ça trouble beaucoup les idiots utiles, ça, vous savez. C'est Rousseau qui dit dans le contrat social, de mémoire, le paraphraser, si la démocratie était le meilleur des régimes, ou non, la démocratie est certes le meilleur des régimes, mais elle l'est pour un peuple de Dieu. Peuple, car un régime si parfait ne convient pas aux hommes. Vous voyez, bon, c'est Rousseau, hein, donc il faut tenir compte de ce que disait. Il faut parler de la démocratie et montrer les pièges, les avantages et aussi les inconvénients. Vous en parlez bien dans ce livre. Et vous savez, à propos de, de culture, ça me rappelle le mot de Léo Strauss, le philosophe Léo Strauss. Il disait, si toutes les cultures se valent, alors le cannibalisme n'est plus qu'une question de goût. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Je crois qu'il l'avait dit à la suite de cette polémique due à la publication de son livre Culture et religion. Et religion, absolument. Et ça a été une grande. Lui aussi, on l'a stigmatisé, un peu comme Huntington. On l'a stigmatisé par rapport à des banalités dites et écrites et pensées. Mais vous savez que les banalités, quand elles heurtent la doxa, elles sont très mal vécues, tout à fait. Les béquilles. Absolument. Mesri Haddad, on va recevoir nos auditeurs qui ont, je suis sûr, beaucoup de questions à vous poser. Lucien. Oui, chers auditeurs, vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion. On accueille tout de suite Jean de Paris. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour messieurs. Voilà, je voulais poser une question à l'invité de Monsieur Berkoff. Bon, qui dans la première partie de l'émission a tenu des propos assez généraux, très humanistes, très philosophiques, etc. Conflit de civilisation, quand même avec une critique un peu en creux des États-Unis, n'est-ce pas, dominateurs, égoïstes, mais concrètement, est-ce que la question que je pose à l'invité, c'est étant donné là où en sont arrivées les choses, quelle issue pratique au conflit il préconiserait ou il rêverait? Alors, quelle issue pratique aujourd'hui? Donc, on parle de la Russie. Vous parlez de Russie-Ukraine, bien sûr. Hein, Russie-Ukraine, oui. D'accord. Tout à fait. Oui. Mesri Haddad. Écoutez, moi, je ne suis pas, contrairement à ceux que les spectateurs regardent tous les jours sur certains plateaux de télévision, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Moi, j'ai rédigé ce livre parce que j'ai été excédé, révolté par l'approche manichéenne. Le tout blanc, tout noir. On nous la rejoue, le bien contre le mal. Maintenant, c'était Kadhafi, c'était Saddam Hussein, c'était Fidel Castro, c'était. Maintenant, c'est Poutine. Je dis assez de manichéisme. Voilà. La solution, je le dis, je ne suis qu'un petit penseur, voyez-vous, mais la solution, je la vois personnellement par un arrêt immédiat. Des négociations. Des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Je comprends bien que certains pays ne veulent pas. Pas encore, en tout cas, pas encore, ils seront obligés, parce que c'est ainsi que se terminent les guerres, normalement. Celle-ci, elle peut tourner au chaos. Parce qu'on a banalisé, c'est incroyable. C'est incroyable. Avant cette crise, qui osait émettre l'hypothèse d'un conflit nucléaire? Mais personne.
Mais c'était insensé. Oui, sauf que, pardon, Mesri Haddad, rappelez-vous, et c'est pas d'hier, c'était il y a 60 ans, à la crise des missiles de Cuba. Oui. Il a été envisagé, quand Khrouchtchev a installé les missiles à Cuba, Kennedy était là. Oui. Kennedy en tout cas, il y a eu le danger d'un spectre de guerre nucléaire qui a joué pendant... Mais tout à fait. Voilà. Mais vous y répondez vous-même. Vous évoquez 2 noms qui expliquent que cette guerre ne s'est pas produite. Vous évoquez Kennedy, qui était un grand chef d'État, et Khrouchtchev, qui était aussi un chef d'État très subtil, en tout cas, et très sournois, et très politique, voyez-vous. Aujourd'hui, avec qui on joue? On joue avec un président américain, écoutez, qui devrait être accueilli dans un EHPAD, pas français de préférence, parce que il peut mal finir dans certains EHPAD. Si on lui donne mise de Rivotril, on a affaire à un chef d'État qui a été un médiocre comédien et qui jouait la comédie à la télé. Ce Zelensky en qui on voit la réincarnation de Churchill et de De Gaulle. Enfin, dans quel monde on vit? Mais c'est incroyable ce qu'on raconte sur l'Ukraine et sur son immense chef d'État, Volodymyr Zelensky. Ouais. Mais moi je vois la chose avec un arrêt, d'abord, pour éviter le pire, parce que le pire n'est pas très loin, le pire. Origenou l'a un peu dit. Alors, attention, celui qui ose dire quelque chose qui n'est plus dans l'orthodoxie médiatique et politique, elle est stigmatisée tout de suite. Alors, non. Qu'est-ce qu'elle a dit de grave, Madame Ségolène Royal? Oui. Mais moi, je l'ai admirée. Ouais. Sincèrement. Pourtant, le PS, vous savez, c'est pas merci Mesri Haddad, merci Jean. On va faire une courte pause sur Sud Radio et après on accueillera Christophe d'Aix-en-Provence. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous êtes toujours sur Sud Radio avec André Berkoff et Mesri Haddad. C'est votre moment, chers auditeurs. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion. Et on accueille tout de suite Christophe d'Aix-en-Provence. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Lucien La Lumière, bonjour André l'homme, et mes salutations à votre intervenant, sans vous faire de retape, monsieur Haddad. Invitez-le plus souvent. Hein. Eh ben on le fera. Bon, alors je vais, parce que je sais que le temps est court, je vais prolonger ce qu'a dit brillamment monsieur Haddad. Je voudrais que on regarde dans notre histoire de France. Oui. La bataille dite de Coudray des éperons d'or. Oui. En 1302, le roi de France a l'apanage sur les Flandres. C'est-à-dire que les Flandres sont vassaux du roi de France. Oui. Voilà. Et le petit problème, c'est que les Flamands, ils adorent la laine anglaise pour pouvoir tisser. Oui. Et donc, ils se rapprochent de l'anglais. Oui. Et ça, le roi de fer Philippe IV ne peut pas le supporter. Il envoie donc son armée. D'accord. Et ramener les Flamands à la raison. D'accord. Voilà. Maintenant, bon, et ça s'est pas très bien passé. Bon. Vous mettez à la place du mot Ukraine le mot Flandre, à la place du mot Russie le mot France, à la place du mot anglais, le mot États-Unis, OTAN, etc. Oui. Vous avez le conflit à l'heure actuelle, Ukraine, Russie. Et donc, ce que je pense, c'est qu'il y aura une paix négociée d'ici 2 ans, comme ça s'est passé donc il y a très 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 longtemps pour nous, parce que Poutine, c'est Madame Thatcher. Et si en face de lui il a un chef d'État qui ressemble à François Mitterrand, je ne suis pas mitterrandiste, hein. La solution pourra se trouver. Alors, écoutez, en tout cas, c'est très intéressant, votre passage par 1350 et les guerres. 1302.
1302, pardon, 1302. Oui. Parce que 50, c'est la guerre de 100 ans. Alors... Ah oui, ne confondons pas, c'est pas pareil. D'accord. Mesri Haddad, j'aimerais justement que notre invité réponde par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez que la comparaison pour vous tient par rapport à l'Angleterre, les Flandres et la France? Écoutez, sincèrement, je n'ai pas d'informations sur cette guerre. Est-ce que c'est une guerre, disons, aujourd'hui? Oui. Parce qu'on a parlé de guerre de civilisation, on a parlé de valeurs, etc. Mais vous savez mieux que tout le monde, enfin autant que tout le monde, Mesri Haddad, que l'économie, l'énergie, les produits jouent un rôle capital aussi. N'est-ce pas? Bien sûr. Et alors, comment vous voilà, dans votre livre, vous en parlez, comment inscrivez-vous cela, ces facteurs matériels, enfin, matériels, où je peux dire, dans cette géopolitique mondiale? Écoutez, moi je crois que par-delà l'action d'envahir un pays reconnu par les Nations Unies comme étant souverain, etc., en 91, par-delà cet événement, qui est grave. Bien sûr. Nous avons affaire à des questions qui ont été, disons, occultées et qu'on a essayé, de ne jamais répondre à ces questions, qui sont les questions des sociétés, des peuples. Pour quel type de régime nous voulons? Ce régime est-il capable de répondre à nos besoins économiques, sociaux? Écoutez, moi, quand je vois les milliards qui coulent pour alimenter une guerre, au risque que cela se termine par un cataclysme nucléaire, n'est-ce pas? Et je vois en même temps des gens qui sont dans la rue, des sans-abri, des gens qui ont faim, je parle du monde occidental, n'est-ce pas, de ses valeurs universelles. Comment est-il admissible? Comment peut-on accepter un tel déséquilibre, disons, de générosité, très généreux vis-à-vis d'un peuple? L'Ukraine, nous dit-on, elle bataille, elle se sacrifie, pas seulement pour son indépendance, mais pour notre liberté. Oui. Pour notre liberté. Enfin, je crois qu'on exagère un peu. Et on ne peut pas jouer tout le temps et occulter d'ailleurs et faire semblant de ne pas voir les grands paradoxes. On admire un peuple qui est hyper nationaliste et hyper religieux. Et nous, en France, on est nationaliste religieux, jamais. On n'aime pas le nationalisme et on n'aime pas le retour du fait, ce qu'on appelle le fait religieux. Voyez-vous? Alors moi, je pense qu'il va falloir se poser ce genre de questions. Voyez-vous, moi je ne suis pas pour répondre à l'intervenant d'avant, le premier. Je suis pas anti-américain primaire, moi. Mais je constate et je considère, c'est pas moi, l'auteur de cette phrase, la suprématie américaine est un énorme danger mondial. Qui a dit ça? C'est De Gaulle. C'est De Gaulle en octobre 1964. Voyez-vous, cité par Alain Pierrefitte. Bon, c'est De Gaulle qui il a dit pire par rapport aux États-Unis. Il a dit pire. Bon, il n'aimait pas beaucoup. Oui, il n'aimait pas beaucoup. Moi, personnellement, je pense que le monde occidental historique, je le répète, historique, qui a derrière lui une immense civilisation, une civilisation universelle, n'est-ce pas, à laquelle nous croyons. Beaucoup de peuples y croient encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Je pense qu'il va falloir étudier tout cela de plus près et au-delà de ces questions essentielles, éviter quand même le pire. Je crois que Dominique de Villepin l'a dit à l'immense philosophe BHL, et il lui a dit ça sur un plateau de télévision, il lui a dit, mais enfin, vous, c'est simple, et c'est confortable, là, dans un studio, de parler de guerre, et il faut détruire le régime russe et tout ça. Et moi, je dirais que non seulement c'est simple, mais c'est indigne d'un philosophe de tenir ce genre de propos, parce que la guerre, ce n'est pas seulement un concept
philosophique. C'est pas un concept de Carl Schmitt ou de Max Weber ou de Machiavel. Oui, de qui que ce soit. Une guerre, c'est des morts. Et parmi les morts, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des vieillards. Une guerre, c'est de la destruction. Les guerres ne laissent derrière elles que ruine et désolation. C'est vrai qu'à des moments, quand même, Mesri Haddad, pour terminer, malheureusement, c'est nécessaire quand il y a quelqu'un, la guerre de 39-45, etc. Enfin, on voit pas, on mettrait 1 heure à parler de ça, mais je crois que ce que vous avez dit de très important, et vous le dites dans votre livre, je répète, du conflit de civilisation à la guerre de substitution, il y a des valeurs. Si on ne se bat pas pour des valeurs, on se bat pour quoi? Pour rien. On se bat pour les marchands d'armes. Voilà. Très bien. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Voilà, c'était Mesri Haddad, auteur du Conflit de civilisation à la guerre de substitution, édition Jean-Cyril Godefroy. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lay. À bientôt sur Sud Radio.